Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 24e épisode de TSI, le podcast francophone de Swatsky et de Combiné Nordique. Avec moi, comme chaque semaine, j'ai Geox 120, Romain. Ça va, Romain? Salut Will, écoute, ça va? Content que le week-end de l'Arty soit terminé. D'un point de vue saut spécial, ça m'a pas emballé. Bon, j'étais pas emballé avant non plus, mais il y a quand même eu des bonnes choses à voir et surtout on a eu un magnifique week-end de combiné. Ouais, bah écoute, c'est sûr que quand j'ai vu la loterie de dimanche, j'ai eu beaucoup de mal pour toi, puisque ça ne t'a pas réconcilié avec ce tremplin, mais on va passer tout notre épisode sur l'Arty, puisque, comme on vous l'avait annoncé, les compétitions touchent à leur fin et cette semaine, on a dit au revoir aux combinés. On a dit au revoir à la Coupe du Monde avec 3 épreuves qui se sont enchaînées. On a commencé dès vendredi avec un team sprint et on en avait parlé ensemble sur l'épisode de Planitza. On avait dit c'est dommage qu'il n'y ait plus le team sprint au programme des mondiaux parce que avec Laurent Multaler et Matteo Bo, on avait une belle équipe et puis bah, ça s'est confirmé à l'Arty. Magnifique podium des deux Français, on y a vraiment cru. Ouais, et puis autant j'avais rien compris à ton explication, autant là, en regardant, j'ai plus compris. Le format me paraît toujours bizarre. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop de relais. Je sais pas toi si tu as la même impression. J'aurais préféré qu'ils fassent chacun deux boucles, en fait. Oui, mais c'est vraiment le format, la fin historique du team sprint, même si la discipline est récente. Et en fait, elle est récente, mais elle est déjà en perte de vitesse. La preuve, elle s'est fait sortir des mondiaux, hein. On avait quand même les Français champions du monde en 2013 avec Jason et Seb Lacroix, et si je dis pas de bêtises, en 2015 aussi avec François Brault et Jason aussi. Et c'est un format très très dynamique qui favorise un petit peu moins les fondeurs que les relais plus longs. En fait, ça permet de tout donner sur 3 minutes à peu près, c'est la durée d'un relais, et de se Mm. reposer 3 minutes et de reprendre. Donc ça, c'est aussi sur l'explosivité. Et à ce jeu-là, du coup, bah, pour rester sur les Français, Mathéo et Laurent, ils sont vraiment au niveau, quoi. Ouais, super performance des Français qui, on va pas gâcher le suspense plus longtemps. La France a terminé troisième de cette compétition à 6 secondes de l'Allemagne qui a remporté l'épreuve. L'Allemagne qui semblait en difficulté. Alors, comme d'habitude, maintenant en combiné, par équipe, on a déjà étudié ensemble le système de points. Voilà, c'est fait pour qu'il y ait une course de fond resserrée, hein. Il y avait 5 équipes en 29 secondes. La France Mm. est partie troisième, en cinquième justement, mais vraiment pas loin Ok. des autres. Et donc ça s'est vite, très très vite resserré. Et on a eu une belle course à 5 sur tous ces relais. Et finalement, ce sont les Autrichiens qui ont cédé, les 2 équipes d'Autriche qui ont cédé et qu'on retrouve pas sur le podium. Alors, les deux équipes d'Autriche qui étaient en tête après le saut, avec l'équipe numéro 1 représentée par Stefan Rettenegger et Johannes Lamparter, et l'équipe numéro 2 de Franz Josef Röhrl et Lukas Greiderer. Donc on avait un peu fait en sorte que les deux équipes aient une chance après le saut, puisque sinon on aurait mis Röhrl avec Lamparter. Et puis, alors je crois que c'est l'équipe 1, il y a Rettenegger qui est tombé, euh, et qui d'ailleurs a eu après énormément de mal. C'est lui qui a tout fait péter parce que Lamparter, lui, était plus au niveau. Oui, c'est ça, il donne tellement d'énergie à revenir, et d'ailleurs il arrive à revenir qu'en fait après il va être dans le relais d'après. Et dans l'autre équipe, c'est Röhrl qui était le point faible. Là, il est toujours parmi vraiment sur les skis depuis sa maladie à Planica. Et bon, les Français, ils sont pas sur le podium parce que les autres ont été moins bons. Ils ont aussi été là. Ils sont revenus sur la tête et ils ont pas montré de faiblesse à chaque fois. On avait même l'impression qu'ils pouvaient larguer les Allemands et jouer la victoire, tout simplement.
Ouais. Alors, ce qui est complètement fou, c'est si je lis bien la liste de stats, Matteo Bo, euh, Ah, le est-ce meilleur qu'il a temps fait de, bien? oui, il a Ouais, le meilleur temps total de fond parce que c'est lui qui est parti premier et qui a fait sur le premier relais. Donc ça partait un petit ouais. peu moins vite devant. Il a fait l'effort et donc il a repris bah, les 30 secondes d'écart avec la tête. Ça s'est fait en deux, trois passages. Et puis ensuite, c'était une course, on va dire, plus mass start. Donc en fait, mais en tout cas, il était vraiment au même niveau que la tête et que les gros fondeurs, quoi. Il y a Alors, pas eu. et du coup, Laurent, lui, a fait le troisième temps, non, le quatrième derrière les deux Allemands. Et au vu de ses points au saut où il perd 30 points par rapport à Schmidt et Geiger, ils auraient pu gagner en fait. Je ne sais pas, parce que finalement, on serait parti 30 secondes plus tôt. Au final, on aurait été avec Autriche 1, Autriche 2, et il y aurait eu un peu la course stratégique. Finalement, la même Ouais. course, je pense que les Français, ils ont juste dû donner un peu plus dans les premiers relais que les Autrichiens, mais on voit que ça les a pas pénalisés. Ils ont fait un retour très intelligent. Tu vois qu'avec ce système de points, je pense qu'il faut limite une minute d'avance après le saut pour qu'il n'y ait pas de regroupement, et bah, c'est quasiment impossible en fait avec le système de points. Donc, non, je pense qu'on peut vraiment se satisfaire du déroulé. Et puis après, bah, Laurent et Mathéo, on sait qu'ils s'apprécient énormément tous les deux dans la vie. Et les partages qu'ils ont fait après derrière sur les réseaux sociaux, et puis on a pu le voir à la télé, c'était du bonheur, mais vraiment une explosion de bonheur. Il y a eu des mots d'émotion et de genre de plus beau jour de ma carrière qui ont été prononcés par Mathéo, des choses comme ça, parce que c'est un podium groupé, un podium en équipe entre potes, c'est magnifique. Bah, c'est sûr que quand on, on les a vus s'attendre après à la fin du dernier relais, on a vu cette joie et du coup c'est très très fort parce qu'ils se sont retrouvés à la bagarre avec donc l'Allemagne et la Norvège et notamment Vinces Geiger et Jarl Magnus Rieber pour Laurent Mühlthaler. Et c'est vrai que se retrouver à ce niveau-là, ça nous remémore les grandes épopées avec Jason notamment. La Norvège fait donc deuxième avec Radak et Rieber, et donc la victoire revient à l'Allemagne 1 donc de Julian Schmid et Vincenz Geiger. Tu veux rajouter quelque chose sur le team sprint, sinon on va passer aux deux épreuves qui ont clôturé la saison. Non, c'était une belle introduction du week-end. Finalement, c'était peut-être même presque aussi le temps fort du week-end, même si on a vu des bonnes choses pour la suite. Voilà, et donc deux épreuves où il y avait encore un tout petit peu de suspense pour le classement de la Coupe du Monde. On l'avait dit, entre Johannes Lamparter, Julian Schmid et même Jens Lora Softebro avaient des chances de l'emporter, même si Lamparter partait avec de l'avance. Et on a retrouvé tout au long du week-end trois garçons qui étaient en haut de l'affiche et notamment la discipline depuis son retour pendant les mondiaux, donc Jarl Magnus Rieber qui a remporté les deux épreuves de clôture. Oui, Rieber qui a à chaque fois fait des sauts d'essai sidérants au-delà des 135 mètres là, sur le HS 130. Et du coup, en compète, à chaque fois, c'était un peu le n'importe quoi des plateformes. Le jury qui descend de lui-même, de deux, de trois plateformes. Enfin, c'est en ayant descendu déjà au début du top 10, ce qui fait qu'il sautait avec cinq plateformes de moins que, par exemple, que Marco Hennis, qui partait plus tôt dans la start list. Et il n'a pas forcément, du coup, gagné. Il a fait troisième du saut samedi. Il le gagne dimanche, mais finalement de pas grand-chose. Et c'était pas joli parce qu'en fait, on arrive dans le saut à ski qu'on comprend plus quoi. C'est pas celui qui va le plus loin qui gagne et l'épreuve de saut. Mais toujours est-il que bah voilà, il reste sur sa forme de Planitza. Et il a eu des gestions de course qu'on peut qualifier de ribériennes, c'est-à-dire à la lisière de l'insolence, voire de l'arrogance. Euh, Quand on est Jarl Magnus Rieber, qu'on a quatre globes, 150 médailles et qu'on laisse Christian Ilves faire la course, enfin faire le train pendant 10 kilomètres, je sais pas si c'est extrêmement sport. Et donc ça, c'était samedi. Et dimanche, il s'est carrément laissé faire reprendre justement à nouveau par Ribéry, Ilves et Oftebro pour leur mettre une mine un kilomètre plus tard dans la dernière bosse.
On va dire qu'il s'amuse, quoi, Ribber, hein. Il sait qu'il est tellement fort qu'il va gagner et il s'amuse avec les autres. Je te rejoins sur l'histoire des plateformes parce que, en effet, on n'a pas laissé l'entraîneur faire un coach request puisque la barre est redescendue pile pour Rieber alors que le saut précédent, je ne sais plus qui est-ce qui avait le dossard juste avant lui, n'était pas un saut au point HS et ne méritait pas qu'on baisse la barre. Donc en fait, on a anticipé Rieber, bah, tant mieux pour lui puisque ça évite qu'il se fasse mal. Par contre, ça fait que il a eu gratuitement les points de la compensation qu'il aurait peut-être pas forcément eu. Donc il est un peu avec un statut différent. Bon, après, sur la course de fond, on va dire que c'était un peu plus serré que les courses des mondiaux. Donc, sur le cas de Ilves, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, Ilves s'en est plaint à la suite de la course en disant que Rieber ne l'avait pas du tout aidé et l'avait battu au sprint. Le deuxième jour, je pense qu'Oftebro aurait pu le battre. Oftebro a peut-être eu un effort trop important à faire pour combler les 50 secondes. Donc voilà, il remporte les deux courses. Maintenant, il termine entre guillemets quatrième de la Coupe du Monde. Mais si on enlève ces 8 impasses sur la moyenne, c'est lui qui aurait remporté le globe devant Johannes Lamparter. Donc on ne va pas critiquer celui qui est le meilleur combinard cette année, mais c'est vrai qu'entre notre commentaire sur ses impasses, son retour aux mondiaux, là où il a été un peu aidé, bon, il ne se fait pas des amis, même si son insolence, elle est quand même moins importante, je trouve, qu'aux mondiaux, où là il n'a pas eu de geste spécifique hein, Ah non, là, il y avait de course, sauter justement, et le relais. il gagne au sprint les deux fois. Et c'est ça Mm. aussi qui est incroyable avec lui. Il peut gagner avec une minute d'avance et la maintenir, mais il peut aussi gagner dans un petit groupe. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au team sprint, hein. Il gagne aussi en se détachant d'un petit groupe. Donc, non, il est incroyable, il est magique, mais voilà, il joue quand même pas mal avec les autres. Et donc, ça a donné sur le podium, donc Rieber qui gagne les deux, Ilves qui fait deuxième samedi, troisième dimanche, et Jens Lerassauftebro, troisième et deuxième. Donc on a eu que trois athlètes pour les 6 places sur le podium du week-end, et Oftebro ouais, qui a fait vraiment des sauts magnifiques. On a retrouvé aussi un peu son niveau du moment du début de saison où il était en lice pour le globe. Où on avait dit, toi tu avais dit dès Lillehammer, dès le deuxième week-end, qu'un Oftebro comme ça, il visait le globe. C'est vrai qu'il est peut-être un peu sensible, je sais pas, il y a des week-ends où il saute bien, des week-ends où il saute pas bien, peut-être plus sensible que d'autres au profil des tremplins. On sait pas tout à Mm. fait, mais Non, mais quand il est comme ça, il est vraiment très fort. et oui, c'est ça. Il a eu notamment Kligenthal où il a fait 14e et 15e. Il y a eu Oslo, il a fait 5e et 11e. Donc on a là deux tremplins qui ont eu un impact hein, quand on voit que, ou même Ramsao, pardon, Otepé, il fait 11e et Klingenthal 5e. aussi, Au 14, global, 15e, sur ouais. 54 points, l'emparteur, donc par rapport à la course au globe, donc on a parlé d'Oftebro et malgré ses 140 points du week-end, il échoue à 54 points de Lamparter. Donc ça jouait entre Schmid et Lamparter. Et Julian Schmid, dès le premier concours, en terminant 14e et Lamparter 11e, a dit adieu donc à ses chances de victoire. Oftebro aussi, puisqu'il n'avait pas assez de points, il était deuxième, mais il n'avait pas assez de points pour rattraper lors de la dernière épreuve. Et donc, par défaut, en fait, Lamparter, un peu comme un, un marathonien qui arrive au bout de l'effort, et Rieber avait lâché la grappe avant les mondiaux, puis Schmid, puis Oftebro, et puis finalement, c'est le moins mauvais qui l'emporte. Johannes Lamparter, mais vraiment sans briller, 11e et 14e, c'est pas à la hauteur d'un vainqueur de globe, quoi. Sur le week-end, après, voilà, il y avait aussi des conditions difficiles. Si on regarde les résultats du saut, on voit que Lamparter et Schmid, qui étaient à la fin de la manche la samedi, ils font 20 et 24e. Il y avait aussi des conditions. C'est un tremplin particulier, l'Arty. Et donc, ils se sont neutralisés. Et donc, Lamparter avait gagné le globe, finalement, un peu, enfin, des coups, dès le saut de samedi, ils savaient que Schmidt prendrait pas des gros points. En tout cas, il lui en prendrait pas beaucoup. Ils ont fait la course. Ils ont fait la course ensemble. Et donc,
quand tu as gagné le Globe le dimanche, bah voilà, encore pas du tout aidé par le vent. C'était calamiteux dimanche, le vent. C'était une loterie incroyable. Et il n'y avait pas de suspense, il ne pouvait rien perdre. Donc, par défaut, sur ce week-end, c'est vrai que c'était pas du tout son meilleur week-end. Mais il est allé le chercher, ce Globe. Il a gagné quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Un nombre pas mal de podiums aussi. Avec un début de saison, on se souvient il revenait de Covid, il a eu les deux, trois premiers week-ends difficiles, et après c'était le Lamparter qui jouait tout devant. Donc effectivement, il finit pas bien, mais c'est un peu comme des fois aussi au biathlon où un concurrent qui a déjà le globe, après derrière la dernière course, faut pas trop lui demander d'aller sur le podium, quoi. Donc Ouais, non, on c'est sûr. Et félic- c'est vrai que le premier concours, il a eu plus 14 de compensation. C'est lui qui a eu les plus mauvaises, les plus mauvaises, enfin, conditions. le plus mauvais vent. Ouais. Du coup, bon, on reviendra sur le résumé global, mais on avait donc des Français aussi qui se battaient pour une belle performance. Et une nouvelle fois, c'est Laurent Mulothaler qui réalise vraiment lui, au contraire, un très très bon fin de, fin de saison, avec notamment des super sauts, avec une cinquième place au tremplin le samedi, une deuxième place au tremplin le dimanche, des temps de fond un peu moins bons, on va le dire quand même, que la semaine précédente. Et donc, ben, voilà, on s'était envoyé un WhatsApp, on pensait qu'il a terminé sur le podium. Il a terminé juste sur la boîte, peut-être un peu émoussé des efforts faits sur les dernières semaines. Oui, c'est ça, il fait donc septième, c'était en début de saison, c'était son meilleur résultat, et quatrième dimanche, donc deuxième meilleur résultat en carrière après son podium de Chonard. Donc c'est un magnifique week-end et c'est des gros gros points marqués, à tel point qu'il est rentré dans le top 8 mondial donc à la fin de cette saison. Et après, voilà, on fera un bilan complet avec toutes les statistiques, les top 10, tout ça, mais il y a vraiment une fin en apothéose là pour Laurent Mulet-Thaler, pardon. Et on peut regretter que Matteo Bo, qui a vraiment aussi la grosse forme sur les skis en cette fin de saison, n'a pas pu le concrétiser au tremplin parce que il a fait des sauts d'entraînement et des sauts d'essai magnifiques et en compète, il n'y a pas eu alors que ce soit les conditions ou le, ou le saut en lui-même, voilà, il n'a pas réussi à concrétiser. En partant un peu plus loin, il a réussi à faire 12e samedi avec vraiment un super temps de fond et il a remonté 7 places. Et 8e dimanche pour conclure la saison. Donc une saison par contre, les perfs qui n'ont pas permis de rentrer dans le top 10, on avait vérifié ça. Manuel Face qui a une résurrection ce week-end, a gardé sa place dans le top 10. Et donc Mm. Matteo n'a pas réussi à reprendre Yamamoto et Rettenegger. Rettenegger, ça se joue à un point. Mais bon, il finit 13e mondial, un podium en début de saison, une super régularité autour des 10-15, plein de top 10. Donc je pense que c'est que du positif cette saison pour Matteo. Oui, sa huitième place, c'est son meilleur résultat depuis Lillehammer, donc depuis décembre. Donc c'est vrai qu'on termine sur une très bonne note pour nos deux Français. On va aussi noter les performances de Antoine Gérard et Marco Ennis qui accompagnaient du coup Laurent Mulothaler et Matteo Bo. Donc le samedi, Antoine Gérard fait 21e et Marco Ennis 29e, donc ils rentrent tous les deux dans les points. Et le dimanche, Antoine Gérard fait une très belle 18e place. Et Marco Ennis, lui, malheureusement, je crois, Il s'est fait la paix. avait En fait, il a été un 36e du saut, 47e. mais il avait un saut calamiteux, mais dans des conditions. Dimanche, c'est vraiment une journée difficile au tremplin. Et puis donc lui, on sait qu'il a besoin d'un bon saut pour rester dans les points. Et juste pour Voilà, revenir il sur est Antoine très fort. Gérard, c'était son meilleur résultat de la saison en dehors du week-end d'OTP, où il avait Mm. fait un très bon week-end, mais il y avait aussi pas mal d'absents. Donc là, il y avait tout le monde ce week-end, et donc c'est des résultats probants et vraiment une bonne fin de saison pour Antoine. Voilà. Autre point à noter, la très bonne performance des Finlandais chez eux le samedi avec Ilkka Erola quatrième et meilleur temps de fond et Eero Hirvonen cinquième et deuxième meilleur temps de fond. La résurrection de Terence Weber qu'on avait vu
très très fort sur la Coupe Conti qui a terminé 9e le samedi et je crois qu'il a 31e. mis Mais parce qu'il voilà, y a eu il a trop de vent dimanche, c'était le vent au tremplin. Et, euh, exactement. et Skoglund, en fait, un peu comme en saut spécial, ceux qui jouent devant en COC, dans des bonnes conditions, ils jouent largement dans les points en Coupe du Monde. Skoglund, le Norvégien, il fait 23e et 7e. Donc on voit que jouer devant en COC, c'est déjà des athlètes très très forts. Voilà, et puis on peut le noter, mais on reviendra dessus. Ryota Yamamoto remporte la compétition de meilleur sauteur en participant au fond, alors que Oui. tu avais dit que potentiellement il allait mettre la flèche. Donc il remporte ce classement et Jens Luras of Toblo, qui avait déjà assuré son globe de meilleur skieur. Donc c'est adjugé ce globe. Et puis Eric Frenzel a dit adieu à la Coupe du Monde euh, le dimanche avec un saut catastrophique. Et puis, ben, je ne sais pas ce qu'il a fait en fond. Il a fait 40e. Non mais pour le coup, au moins, grâce à son saut catastrophique, il n'y avait aucune pression. Il jouait rien du tout et il a aussi pris le temps de récupérer un dossard, de saluer les entraîneurs et il y a eu une magnifique haie d'honneur à l'arrivée. Et c'était bien. Je pense que c'est pas n'importe qui, Eric Frenzel, c'est vraiment la légende qui a pris la suite de Jason Lamy-Chapuis et qui était avant Jarl Magnus River. Et voilà, c'était très bien de marquer aussi le coup de sa dernière course en Coupe du Monde. C'est quand même un personnage du combiné. Et bah, au revoir Eric Frenzel et bravo pour cette carrière. Voilà. Et bon, je vais t'envoyer direct la patate chaude, mais tu nous devais une explication sur les quotas, mais je crois qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore ultra sûr de ton analyse. En tout cas, je ne sais pas si tu vas en parler lorsqu'on débriefera sur le classement ou si tu veux donner tes premières pistes d'analyse. Alors, les quotas, donc les quotas, c'est sur un principe de World Ranking List, en gros de classement sur une année coulante en fait, un peu comme pour ceux qui suivent le ski alpin pour avoir les dossards en géant et en slalom. C'est mis à jour en fait par période. Et donc une année étant constituée de 4 périodes, mais donc là on est en fin d'année et donc le classement général de la Coupe du Monde c'est la World Ranking List, ce qui fait que pour le début de la saison prochaine, d'après le règlement de la FIS, les 55 premiers de cette saison de Coupe du Monde sont finalement qualifiés, en tout cas apportent des quotas à leur pays, sauf que les gros pays comme l'Autriche ou l'Allemagne ne peuvent pas apporter plus de 6 quotas de cette façon-là. Euh, Si c'est un sujet chaud, c'est parce que on a parlé une grande partie de la saison de comment la France pouvait avoir un cinquième quota, voire un sixième. Et ben, en fait, il fallait mettre des athlètes dans ces 55 premiers. Donc là, c'est chose faite largement pour Laurent Muller-Thaler, Mathéo Beau, Antoine Gérard et Marco Hennis. Et on a Gaël Blondeau qui a marqué des points sur le week-end de Chonard, qui est en fait à la fin de cette saison 56e. Et donc, stricto sensu, si on regarde la ranking list, il n'apporterait pas de quota. Mais on va continuer à se renseigner pour savoir si, par exemple, les retraités, typiquement Eric Frenzel, libèrent une place ou non, ou s'il y a des quotas par classement des nations, parce que la France a fait quatrième. Je n'ai pas l'impression, d'après les textes que j'ai lus, mais je me garde d'être définitif, on va dire. Euh, Voilà, mais tu t'es beaucoup renseigné, tu as contacté certaines personnes du milieu et on a eu un peu deux types de réponses, donc on va pas en conclure. Voilà, stricto sensu, comme tu l'as dit, les quotas sont accordés jusqu'à Thomas Portic et en plus il y a des quotas de champions du monde junior que nous n'avons pas. Et donc, pour l'instant, de notre point de vue, la France ne bénéficierait pas d'un dernier quota, malgré sa quatrième place au classement des nations, ce qui peut paraître un peu injuste. Mais voilà, de mon point de vue, pour vraiment, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais Gaël Blondeau
pouvait mettre des points ce week-end euh, parce que des gens comme Malachinski en ont mis. Et du coup, ça m'étonne qu'on n'ait pas voulu envoyer Gaël pour sécuriser un quota pour qu'après tout le monde vienne l'an prochain. Donc, j'espère que c'est l'élimination des retraités qui vont donner le quota des Français et qu'on n'a pas joué avec le feu parce que là, ça joue vraiment à rien, hein. Oui, c'est ça, du coup, on suivait comme jamais la fin de classement. Et c'est l'États-Unien Malachinski qui fait une belle performance sur la dernière épreuve, qui chip la 55e place à Gaël Blondeau, euh, qui n'était pas là, donc le pauvre, il pouvait pas se défendre. Donc, sujet à suivre, mais comme on va faire un débrief de la saison, on aura l'occasion de rajouter quelque chose. Voilà. Tu as d'autres choses sur le combiné ou on passe au saut? Juste un mot rapide pour dire qu'il y avait normalement une COC à Oberwiesenthal, qui devait être les finales aussi de la COC, mais avec la douceur sur l'Europe de l'Ouest, elles ont été annulées. Donc la saison de COC s'est achevée le week-end dernier, également à l'Arctique, avec Maël Tirode, 14e mondial par exemple sur cette saison. On, on va rester à l'arty et on va passer au saut spécial avec, comme on vous l'avait annoncé, la finale de la Coupe du Monde féminine qui avait lieu à notre grande dame, sans faire de jeu de mots hein, sur les dames, le vendredi à une heure de grande écoute de 18 heures, avec une start list resserrée puisque les 30 meilleurs de la Coupe du Monde avaient accès à cette finale avec deux invités, en l'occurrence Sofia Matila, qui est née en 2006, et Yulia Kukainen, née en 1994. Donc on avait vraiment le grand écart. Et du coup, on a eu la finale à l'Arty, finale qui a aussi été un peu gênée par le vent. Et d'ailleurs, quand on lit, c'est la première fois que je le vois hein, sur la fiche de stade. Vous savez, pour ceux qui connaissent cette fiche de stade de la FIS, hein, je ne sais pas si tu l'as, mais le weather, on a changing conditions. Je ne connaissais pas celui-là. Il m'a dé- Je le il m'a trouve dé- génial. il m'a déprimé quand j'ai aussi regardé en détail les résultats. Donc première manche, petite pluie, on va dire. Et deuxième manche, voilà, conditions changeantes. Donc malheureusement, ça veut tout dire. Surtout que ce qui est dommage, c'est que ça a vraiment affecté vraiment le top 10 et même les 5 dernières qui se sont élancées dans des conditions vraiment très difficiles, beaucoup plus difficiles que celles avant. La pluie s'est fortement renforcée et ça se ressent pas énormément sur le vent en termes de compensation. C'est passé à un vent nul ou très très léger d'eau. Mais par contre, c'est tout de suite 5 à 10 mètres de moins pour les 5 premières de la première manche. Donc, en fait, finalement, les 5 premières de la première manche, elles ont pas pu être devant. Et ça s'est ressenti sur notre fameux maintenant coefficient de loterie. C'était la troisième pire épreuve de la saison, après Villars 1 et Sapporo 1. Et même sur le top 5, parce que je le calcule sur le top 30 et sur le top 5, c'était la pire loterie. Ça correspond bien à ce qu'on a vu à l'écran où les 5 meilleurs de la première manche ont pas pu défendre leur chance d'une certaine façon. Donc, Clean Edge, Lutit, Altaos, elles ont fortement rétrogradé. En tout cas, leur deuxième saut était classé loin dans cette manche-là. Et il y a que Altaos qui était, comme souvent avec elle, loin devant après la première manche, qui a pu sauver le podium et d'une épreuve remportée à sa propre surprise par Yuki Ito, devant Anna Odinström. Oui, Yuki Ito qui avait terminé septième de la première manche. Donc, comme tu l'as dit, Anna Odinström s'élance huitième de la première manche. Elle fait un saut vraiment bon à 123,5 puisque c'était la meilleure distance de la journée. Hein. Donc, c'est pas un saut, pas un petit saut. Derrière, Yuki Ito s'élance et devance Anna Odin de 1 point. Bon, bah là, il nous reste encore 6 filles au tremplin. On pense que ça va pas se jouer là. Et ça s'enchaîne, Opset, elle se rate. Derrière, je sais même plus
Elle, Il c'est y encore avait, pire. Il y avait Lutit et Klinech qui Ah étaient toutes oui, les deux quatrièmes. voilà, donc Euh, Klinech sont Elles sont loin, complètement. loin, loin, voilà. Lutit, Voilà. elle perd 11 places en deuxième manche. Et Klinech, c'est pareil, hein, c'est une chute de 13 places. Arrive Pinkelming, on se dit, attention, Eva Pinkelming, vainqueur du globe. Là, c'est mieux, mais c'est 119 mètres et ça échoue à 3 points. Là, Ito se dit, attention, bah non, Ito au podium. Arrive juste derrière Irene Mariak Vandal. Bon, on sait que avec le genou, là, le coach descend de 2 barres. Donc c'est mort. Faut que tu fasses, je ne sais plus combien, 123 mètres pour avoir les points. 23 mètres. Donc, il fallait qu'elle égalise la performance de Ito avec 2 barres de moins. C'était terminé. Elle termine cinquième. Et on termine avec Altaos. Altaos, elle avait quand même 13 points d'avance sur Ito, hein. Donc 13 points à ce coefficient de 1,8, ça fait presque 6 mètres. Et là, bam, 116. Il en manque donc un et elle termine à 2 points. Ito gagne devant Ström, troisième Altaos. Voilà. Et ça, c'est de la loterie. Et du coup, finale en queue de poisson pour les femmes, de par l'horaire, de par l'arty, de par la loterie. Et bon, je pense que tu ne vas pas être en Euh, désaccord avec moi, hein. Magnifique, là, je souscris. En plus, malheureusement, j'ai envie de dire, la meilleure sauteuse n'a pas gagné parce que la meilleure sauteuse sur cette épreuve, la plus forte, on va dire, c'était Erin Maria Kvandal, parce qu'elle échoue à moins de 5 points de la victoire en ayant laissé passer presque 20 points de coach request non Mm. validés parce qu'elle n'était pas assez loin. Donc vraiment, elle est très très forte. Elle a sauté aussi loin que les autres en ayant à chaque fois deux plateformes de moins. Et donc vraiment, on espère que pour la saison prochaine, parce qu'elle a fait ça du coup, toute cette demi-saison à laquelle elle a participé, on espère vraiment qu'elle aura réglé ses problèmes de genou slash confiance. Parce qu'en fait, par exemple, en manche finale, euh, on avait vu que c'était moins bon. Le coach, il aurait baissé que d'une plateforme au lieu de deux, par exemple, avec les Mm. 4,7 points euh, de, de compensation, elle aurait pu, par exemple, bah, gagner tout simplement. Donc vraiment, Mais elle bon, les voilà. aurait pas eu non plus, hein. Elle les aurait pas eu non plus. Bah, elle aurait peut-être fait 123,5 avec une Ah plateforme de oui, plus. ouais. Après, quand Et tu vois que parce que au-delà des 20 points de Gate, elle perd aussi quasiment 6 points sur le style. Je pense que tu vois, elle pose mal, hein. Elle fait oui, 49 points première oui, oui, manche. c'est vrai. 51. Donc, je pense que le coach, il la connaît. Ce qui est certain, c'est que Gvandal, et comme on avait vu Westman à la première épreuve, ou Bogatage, 3 filles donc blessées, on peut peut-être mettre Takanashi dans le groupe, même si Takanashi, il y a un problème de posée clair. Plus, on va dire, si Freitag travaille un peu ses télémarques, même si ce concours-là, elle a mieux sauté. Alors, Freitag, c'est ça. Je pense qu'elle, si elle cherche la longueur, elle pose pas. Là, elle n'a pas cherché la longueur et du coup, elle finit 16e. Et là, on a une homogénéité vers le haut entre Opset qui est un peu mi-figue, mi-raisin, Lumbu qui revient. Donc, je pense que vraiment, ça annonce une très belle saison prochaine. Et du coup, on en débriefera dans notre épisode spécifique pour les femmes parce qu'il y aura eu quand même beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai que cette finale de l'Arty laissera un petit goût amer. Du coup, je crois qu'il n'y a eu aucun changement du tout sur les places clés, hein. Je n'ai pas remarqué Non, de. Kinech, elle sauve son podium au général pour 3 points. Parce que Ström Ouais. fait deuxième et Kinech dixième. Donc ça fait un gros écart de points. Et heureusement, Ito rentre potentiellement. oui, Alors, elle termine elle a doublé huitième. Donc, Krishna. Voilà, elle a doublé Krishna, elle est huitième mondiale. Donc le top 10 mondial, c'est Ping, Kelnick, Altaos, Klinech, Ström, donc qui était vraiment coude à coude. Ça reflète bien la saison aussi. Ström, on va dire petit tremplin, Klinech, plutôt les grands tremplins et les petits. Freitag, c'est quand même une très très belle cinquième place mondiale. Kreuzer aussi. Opset, avec, comme tu l'as dit, mi-figue, mi-raisin, mais septième mondiale. Ito, Krishna, qui a fait une saison assez quelconque, mais elle est quand même neuvième. Et Takanashi, qui double sur le fil Abigail Strait, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune Canadienne dans le top 10 mondial, ce qui est un peu incongru parce elles ont marqué cette saison aussi.
Exactement. Joséphine Panier qui termine 23e de cette dernière épreuve et qui accroche la 16e place. D'ailleurs, non, elle était à poursuite de Kramer, mais Kramer a fait un de ses meilleurs résultats avec une 8e place. Et Julia Claire, elle s'est qualifiée ric-rac, mais elle termine 27e et elle termine 22e de la Coupe du Monde. Par contre, elle aurait eu le mérite de faire toutes les deuxièmes manches. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont dû le faire, mais on reviendra sur toutes ces stats pour le saut féminin. Oui, il y a Si tu beaucoup. n'as rien à rajouter, on passe aux messieurs. Oui, il y avait de quoi s'amuser, hein. Dans les stats, on va sortir les petits chiffres amusants ou les petits chiffres marquants, et tu l'as un peu donné en avant-première. Voilà, les Françaises ont participé à toutes les manches de la saison en Coupe du Monde, et ça, en soi, c'est vraiment une performance. Donc, félicitations. Et on se donne rendez-vous, ouais, pour un débrief complet de la saison féminine dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Et donc, effectivement, on peut passer à la Coupe du Monde homme, dont ce n'était pas le dénouement. Non, ce n'est pas le dénouement puisque nous irons toucher les thermiques sur le Leta Nizza en fin d'année. Mais on avait quand même là 3 épreuves, donc une compétition par équipe et 2 compétitions individuelles. Donc Non, une enfin, seule, une seule, ouais. une seule. En Ça, voir deux ça, tellement c'est long. ça suffit. Oui, c'est vrai, ça suffisait largement, ouais. Ah, c'était tellement long dimanche. Non, en plus, on a eu qu'un saut, mais on va commencer par le concours par équipe qui a été un peu meilleur, même si il y avait aussi du vent samedi soir, enfin samedi à 17h15, avec un concours donc avec enfin, toutes les équipes, avec des équipes qui étaient plus faibles sur le papier, hein, comme l'Allemagne qui avait fait venir Félix Hoffmann comme quatrième homme. Et puis, on avait la Pologne, hein, donc, dont il manquait David Kubaski, revenu chez lui pour tenir compagnie à sa femme à l'hôpital. Puis voilà, après, les deux équipes au complet, l'Autriche et la Slovénie, étaient favorites avec la Norvège. Et finalement, c'est qui l'emporte, les Autrichiens. Oui, les Autrichiens, facilement, sans trembler, sans génie non plus, on va dire. Tchouafénig était très bon. Kraft, il a fait ce qu'il a pu aussi avec les conditions. Earl était pas mal dans son groupe. La Slovénie, ils ont quand même le mérite de survivre en sautant avec Domen Preutz. Euh, Domen Preutz, première manche, il a un demi-mètre de vent de dos. Il fait 95 mètres, donc il touche quasiment la bosse. Deuxième manche, avec un demi-mètre de vent de face, il fait 131 mètres, donc il dépasse le HS. C'est, c'est du C'est pur domaine, domaine. quoi. Voilà, c'est génial et énervant et frustrant, enfin énervant, frustrant, pas énervant, mais c'est incroyable. Ah, il laisse même plus de 35 points sur la table, hein. Bah, voilà, donc il a Là, laissé. franchement, je serais vénère, hein. Moi, j'aurais, enfin, vraiment après le saut de domaine, donc en première manche, je pensais pas du tout les Slovènes capables d'aller sur le podium, donc ils ont vraiment réussi une très belle épreuve. Tim Izaj, comme à l'accoutumée, il fait le saut le plus long, je crois, hein, 134 mètres, et qui, Mm. enfin, voilà, quand il faut aller loin, ça tombe souvent sur lui. Et Il quand adore, même, il adore par équipe, lui. c'est vrai, un homme de devoir. Et Ah bah troisième place, oui, quand même, une belle symbolique quand même pour la Pologne, parce que sur le papier, on a un Zoua qui est en roue libre depuis son titre, Vachek Schnitzkol. Stor, il pouvait se sentir un peu seul, et en fait, ils font un podium, et voilà, dans le contexte que tu as décrit avec Koubaki qui est à la maison, qui vit des moments difficiles. Voilà, ils avaient tous un petit cœur à adresser à leurs coéquipiers. Et c'est vrai que c'est un podium qui fait plaisir pour le coup, sportivement, mais surtout humainement. Surtout que ça tombait le jour non. où Koubaki avait donné des nouvelles plutôt rassurantes. Voilà, on se Ouais. permet de le dire En parce que plus, c'est ils ont été, communiqué publiquement. Et donc voilà, finalement, c'est des belles histoires aussi, quoi, en plus, quand les. ils ont été deuxièmes tout le long jusqu'au dernier saut, hein. Donc, les Polonais, ils ont été deuxièmes à partir du quatrième saut jusqu'au septième, jusqu'au dernier saut de Camille, qui termine que sixième de son groupe.
Et du coup, bah, ces 14 points, c'est ce qui leur manque pour dépasser la Slovénie. Parce que chez l'ANISEC fait 145 points. Et du coup, bah, c'est vrai que cette troisième place, ça aurait pu être une deuxième place, comme la Slovénie, ça aurait pu être une première place. Donc en fait, l'Autriche, je ne vais pas aller jusque-là, parce que les Autrichiens ont quand même été solides. Quatrième, la Norvège, qui a jamais été dedans, parce que dès le début, Johansson fait 111, 32 fait 101, ils étaient septième après deux sauts. On n'a pas un qui a étincelé. Granerud, on le dira plus tard, c'était pas son tremplin. Il est un peu comme toi avec l'Arty, Granerud. C'est pas... Ouais, il est pas très copain. Et donc l'Allemagne, et tu citais Félix Hoffmann tout à l'heure, sauf que bah, le Félix qui vient de COC, c'était le meilleur allemand et il fait même 12e de l'ensemble des sauteurs de la compétition. Donc en fait, épisode 150 000 de preuve que ceux qui jouent devant en COC ont le niveau Coupe du Monde. Et sixième, la Suisse qui continue d'enchaîner les bonnes performances dans les paires équipes là cette saison. Alors, bonne performance pour la Suisse, ça joue pas encore le podium, mais voilà. Sixième devant le Japon et la Finlande à domicile qui a quand même accroché ric-rac sa qualification en deuxième manche. Alors, ce que j'ai bien aimé quand même, c'est, je trouve qu'en termes d'ambiance, il y avait quand même beaucoup de supporters à chaque fois que les Finlandais sautaient. Et ça me rappelle les grandes années des Automaiki, Jussilainen, Ahonen. Alors, c'est pas le même niveau, hein, Anti-Alto et les amis, mais franchement, rien que pour ça, j'étais content d'être à l'artiste, tu vois. Que les Finlandais, ils ont mangé leur pain noir et c'est cool de les revoir. C'est cool qu'ils se qualifient. D'ailleurs, ils se sont qualifiés de 10 points seulement sur l'Amérique. Donc, c'était ric-rac. Mais là, on a quatre mecs qui sont assez homogènes. Je vais, à part Palo Sarri, je pense pas que les trois autres remportent un concours d'ici peu, mais on revoit petit à petit la Finlande sur le devant de la scène et les supporters étaient présents dans le stade de l'Arty parce qu'il faut savoir que l'Arty, les tribunes, c'est le stade de foot. Hein, pour ceux qui suivent la Veikkaus Liga, le FC l'Arty euh, élit domicile en bas des tremplins, quoi. C'est le rêve, quoi. Tu regardes le foot, tu as le tremplin, nickel. Donc voilà pour le team. Rien à Et donc, rajouter, ouais. Et là, on passe à la purge. on passe à la purge. Donc, Alors là, dimanche, 1h43 pour 50 sauts. Ça allait de 1m18 de vent de face à 2m10 de vent de dos. Bah, on peut pas calculer notre coefficient de loterie parce qu'il y a eu qu'une manche, mais c'est le maximum en fait. C'est la cloche, c'est tout en haut, c'est le boss final. Quand il y a qu'une manche, ça peut pas être battu en fait en termes de loterie. c'est Euh, ça. et donc, bah, on retrouve, voilà. Donc, bah, moi, j'ai regardé en différé Moi, volontaire. Je sais pas pour toi, parce que j'avais vu venir le truc. J'ai mis mon ordi. Je vois qu'ils mettent un quart d'heure à envoyer trois sauteurs. Je fais OK, je reviens dans une heure et comme ça je regarderai en accélérant parce que sinon bah, c'est compliqué quoi ce genre d'épreuve. bah, déjà, on avait souffert au saut du combiné le matin, hein, si tu te rappelles. Oui, oui, oui. C'est Ouais. dur, là. Il a failli pas finir. Et moi, j'ai juste regardé les 10 premiers en live. Et franchement, ça m'a mis bien trois quarts d'heure, quoi. C'était horrible. Et puis d'un coup après ils en envoyaient trois de suite, t'avais même pas de ralenti. Ils disaient ouais ouais Ouais, c'est c'est bon. Ouais. ça. Et donc bon. Ah, ouais, là, c'est là où tu te dis que les commentateurs, tu leur... en plus, c'était pas Di Grazia quand il a dû être trop content d'être sur Gant Wevelgem. Il était sur Gant Wevelgem, je pense. Ouais ouais il y avait des choses à raconter au moins. Oh, oh la vache, c'était une purge. Ah enfin bon, comme fan de saut à ski, on est quand même obligé de débriefer. Et victoire de Ryoyu Kobayashi. Euh, D'ailleurs, pour être honnête, hein, il est beau le saut, hein. Ah oui, Il est vraiment magnifique. beau le saut de Kobayashi, hein. Que ça soit d'ailleurs aussi au combiné, il y avait cet effet quand le vent était portant dans la fin du vol, on voyait, il descendait plus là, il restait vraiment long. Donc on retrouve devant, bah, j'ai fait un peu la liste de ceux qui ont pris les plus grosses pompes. Donc bah, Kobayashi en fait partie et il est allé à 136 mètres 50. Donc sur un HS 130, ça parle, plus Télémark. Dans les grosses pompes, il y a iBuck qui fait Ouais. sixième, il prend 21 points de compensation. Et on a
les Polonais, là, Vasek et Schnitzol, qui font 12 et 14, donc des très bons résultats pour eux. Et j'ai noté aussi Remo Imhoff, qui fait 17e, donc c'est ses premiers points, le Suisse, et qui prend un bon 16 points de compensation, et donc qui a magistralement profité des conditions. Et bah, de Alors toute quand façon, même, tu sais, moi je fais toujours mon classement là de tous les sauts parce que on a eu quand même on a eu des sauts d'essai, on a eu le team, on a eu la qualif et on a eu une manche. Donc on a quand même sauté, je crois, 6 fois à l'Arty. oui, Et du coup, je me suis dit, est-ce que Kobayashi méritait de gagner le concours? Et non, c'était Stefan Kraft. C'est bon, il fait Kraft qui a sauté plus de 2 mètres. Bon, il fait 2. Et Kobayashi était deuxième. Donc, tu vois, on les retrouve. Et troisième, c'est malheureusement chez moi, c'est Hanze Lanisek. bon, qui fait cinquième là C'est dimanche. 5. Quatrième, j'ai Et Schöffling. Tu vois, quatrième, j'ai quatrième, Schöffling. ouais, Là, et cinquième, j'ai Zeich. Et alors, Geiger, il est dixième chez moi. voilà, mais Geiger, l'opportuniste qui chope encore une fois un podium un peu comme à Oslo, là, avec le bon vent, la bonne, le bon saut au bon moment. Mais bon, écoute, hein, l'épreuve a eu lieu, alors on se demandera, enfin, sportivement parlant, heureusement que le globe se joue pas aussi, hein, là on rigole en fait, hein, mais imagine une fin de saison où ça se joue à 20 points, ça aurait pas été joli. Et donc, Et heureusement que Geiger, il n'a pas posé, hein. Parce qu'avec 58 points, il était plus près de la victoire. mm. Non, mais Et c'est donc, vrai que là, il y avait rien à jouer. Alors quand même, parce que Stéphane Kraft, hein, qui fait un mois de mars extraordinaire, il s'avère que Kraft, avant même le vent, il avait dit, moi, l'arty, j'adore. Je sais pas pourquoi Romain n'est pas d'accord. Bon, voilà, c'est Monsieur Mars, hein. D'ailleurs, pour ceux qui suivent les Twitter polonais, ils ont calculé la moyenne des points de chaque sauteur pendant le mois de mars. Franchement, les rois des stats, quoi. Et comme on l'avait dit, bah, Kraft a doublé Kubaski, et large, hein, du coup, puisqu'il a fait une deuxième place. Donc lui, il va terminer deuxième de la Coupe du Monde. Je pense que c'est ouais. fait. Oui, oui, il a plus Et, de 100 points d'avance sur Hanche, Menchik. Je pense que chez lui, les 80 points sur 2 concours, il va les faire, je pense. Ouais, je Ça va pense. être Ouais, ric-rac. bon, ça, c'est vrai que Koubaki, il mériterait d'être sur le podium de la saison, mais on va pas y revenir. C'est pas, c'est pas sportif, mais voilà, je sais pas, d'une certaine façon, j'aimerais bien que symboliquement, il reste quand même sur le podium, ça peut rester un peu dans les stats. Et sur cette épreuve, j'ai noté des noms en positif, donc c'est les Allemands qui viennent de la COC, Lisso, Hoffmann et Hamann, le voleur de rêve, qui rentrent bien dans les points, en tout cas, qu'ils ont montré qu'ils étaient là. Voilà, les conditions n'étaient pas parfaites, mais je pense sur la moyenne des sauts. Euh, et j'ai noté un sauteur, j'en ai marre de dire du mal de lui, mais Benjamin Oswald, c'est pas possible. Il fait exactement la même chute qu'à Vikersund en qualification. Donc il était tombé en qualification à Vikersund. En gros, il a le ski gauche qui part vers le bas et puis il chute, hein, il tourne. Donc tombe bien et il va bien. Il revient une semaine après à l'Arty, il fait la même chute. Je pense qu'il faudrait s'amuser à faire le comparatif. J'essaierai peut-être, même si c'est pas très ragoûtant, mais c'est vraiment une chute technique, hein. Il se prend pas malheureusement une rafale de la mort ou un truc comme ça. Il y a un problème de tension de pied. Ce pied gauche qui descend et pouf, il tombe. Et c'est pas possible à ce niveau-là. En plus, enfin, c'est traumatisant de chuter. Et en ayant dominé comme ça la COC, c'est l'énigme Oswald. Bon, voilà, on se répète, mais en plus, là, il y a être nul, être mauvais, ne pas convertir en compète, mais tomber, c'est encore autre chose, quoi. Alors j'avoue que là, il y a beaucoup d'écarts, parce qu'on commence à avoir une belle liste de COC men qui sont montés. Et encore une fois, comme tu l'as dit, ce week-end, Hoffman, dans mon classement, il fait 14e. Donc ça veut dire qu'il a très très bien sauté tout le long, hein. Tu l'avais dit au par équipe, mais aussi pendant le concours. Lisso, je l'ai 17e. Imhoff, 24e. Aman, je l'ai 27e. Ringen, je l'ai 29. Maslow, je l'ai 32. Abdas, 35. Pour ceux qui ont fait les coupes Conti. Et c'est vrai que Oswald, il a peut-être fait un seul saut correct en Coupe du Monde, quoi. Enfin, c'est catastrophique. Et je l'ai défendu un peu, mais là, je peux plus, quoi. Ah Je non, peux là, plus. ah non, mais il Il est tombe, en derrière mon plus. Minoff, quoi.
Bah oui, bon, bah, ils font la même distance, sauf que Mouminov, il finit sur ses jambes. Ouais, bon, en tout cas, je pense que c'est saison terminée pour Oswald. Je vois pas l'entraîneur l'envoyer à Planica alors qu'il est tombé sur les deux derniers sauts de compète Non, qu'il a non, fait. c'est trop dangereux pour lui, là. Il faut Faut qu'il rentre à la qu'il, maison. Il va mettre Vandreux. Bon, voilà, il faut qu'il se rachète une tension de pied gauche là, qu'il apprenne à remonter le pied. Et puis bah, on ouais. espère quand même le revoir la saison prochaine. On n'est pas Non, inquiet. bien sûr, il est sympa et en tout cas, il te fait des émotions et c'est un peu ça le saut aussi, hein. Sinon, on a quand même Casper, Manu Fettner. Bon, je sais même pas pourquoi il est venu, hein, pour être honnête. Il a fait la qualif, il a fait 60e, il a rangé les skis, il s'est cassé. Donc voilà. Fettner qui, dangereusement et franchement, lui, il pourrait sortir du top 10 parce qu'il est vraiment pas en forme. Voilà, Quoique, il avait donc, fait un bon saut à Oslo ou à Vikersund, mais donc quand là, même, hein, voilà, il craque. t'introduis, t'introduis finalement le week-end final, donc à Planissa, qu'on attend tous, donc qui arrive très rapidement. Donc les premiers sauts à Planitza mercredi avec la tradition avec les ouvreurs. Donc en général, ils ont de l'élan et ils vont au fond. Ceux qui nous écoutent, ça sera diffusé en live a priori sur YouTube. Donc peut-être je partagerai le lien sur Et les c'est réseaux de Tsi Insta, je crois. Je crois que c'est Instagram, la plateforme. ou Instagram. En tout cas, il y aura un live pour ceux qui ont un peu de temps dimanche matin, mercredi matin. Qualification jeudi, concours individuel de l'après-midi dans le Vando vendredi, le par équipe traditionnel de samedi et donc la finale à 30 de dimanche. Donc bah, il y aura aussi la dernière place les dernières places du top 30 à aller chercher vendredi pour ceux qui sont encore là. Parce que par exemple aujourd'hui c'est Philippe Raimond le 30e mais il est en vacances. Il nous envoie des photos du soleil sur ses réseaux sociaux. Je crois Mm. qu'il n'ira pas à Planitza. Et Planitza, donc tu as regardé en avant-première le temps et c'est assez mitigé, donc on n'a pas enfin, pour l'instant, hein, c'est encore tôt, hein. Pour ceux qui sont météorologues à leurs heures perdues, on encore quelques jours, mais il semblerait qu'on n'ait pas le grand beau qu'on a eu ces dernières années à Planitza et qui a un impact important sur les conditions de vol. Oui, on pouvait espérer slash craindre qu'il fasse 25 degrés parce qu'on arrive quand même début avril, hein, dimanche, samedi Mm. c'est le 1er avril. On se retrouverait avec des conditions plutôt, on va dire printanières, mais il manquerait le côté anticyclone. Ça pourrait être pluvieux et donc gris. Et donc bah, dans ces conditions-là, ça voudrait dire pas de thermique. Et s'il n'y a pas de thermique, il y aura beaucoup d'élan. Ils vont sauter à 6 mètres de hauteur et c'est potentiellement Karl Geiger qui va gagner et pas Domaine Preutz. Donc bah moi, ça m'enthousiasme moins, mais bon, ça reste planite ça. En tout cas, deux revanchards que sont Andreas Wellinger et Alvor Egner Granerud qui ont fait un zéro pointé dans cette épreuve de loterie. Granerud qui globalement, comme on l'avait vu au par équipe, n'avait pas été génial, Wellinger non plus. Donc eux auront envie de se prouver. Et puis Ryoyu, hein, alors à noter, Ryoyu quand même, c'était sa 30e victoire en carrière. Il rentre dans le cercle très fermé des victorieux à plus de 30. Donc les Aonen, Mawish, Schmid, Schlierenzauer. Ok, bah, Et donc Ryoyu qui voudra lui aussi conclure. Donc on aura ces duels, une place dans les 10 premiers qui va se jouer entre Fettner, Geiger et Zach. Donc toi, tu as mis Geiger comme ton favori numéro un, hein. non, non, mais je me rappelle que Geiger est champion du monde sur ce tremplin en mois de décembre, donc en nocturne sans thermique, ça veut dire qu'en fait là, il y avait, c'était des sauts avec beaucoup de hauteur et donc les pousseurs sont moins défavorisés que sur ce qu'on a vu à Vikersund ou à Kulm. Donc c'était un peu ironique, je pense pas qu'il soit favori, mais ce que je veux dire, c'est que ça avantage moins les purs voleurs que s'il y avait les thermiques avec un grand soleil de 10 à 12 heures. Alors, il y a de la flotte, Pas trop de surtout vent. le samedi, un peu le samedi, un peu de vent le vendredi, mais surtout du vent maintenant. Donc 5 bah, mètres secondes. que ça souffle maintenant et puis qu'on ait quand même des épreuves sans 30 vent et qu'on puisse
calculer un coefficient de loterie raisonnable. C'est tout ce qu'on demande pour le week-end final. Et donc, effectivement, le week-end prochain, il n'y aura que Planissa à débriefer. Euh, Ce week-end, on aurait pu, si on revient la focale sur la France, on aurait pu avoir aussi les finales du Samsey Tour, mais qui ont été aussi annulées à cause des conditions météo. La neige était trop mauvaise, il faisait trop doux et ça aurait été dangereux de sauter. Donc, la saison des Français s'est aussi achevée de façon un peu précoce. Oui, et du coup, notre dernier épisode de débrief sera lundi prochain. Et puis ensuite, on vous préparera des épisodes de conclusion de cette saison avec, comme on vous l'a dit, les débriefs de la Coupe du Monde globale, des stats, des awards. On va essayer un peu de vous occuper pendant le mois d'avril et un peu du mois de mai. Et puis après, ça va revenir sur les tremplins assez rapidement cet été, notamment les jeunes hein, qui ressautent dès le mois de juin avec quelques épreuves en France, à Gérardmer et ailleurs. Donc Planitza pour le grand feu d'artifice de cette saison très longue, mais qui nous aura tenu en haleine jusqu'au dernier concours. Et, euh, et donc on espère avec un tout petit peu plus de soleil, mais si possible 1 mètre seconde devant, voire deux. Je ne prends pas plus. De face. De face. Voilà. Évi- On a tout demandé au Père Noël Planitza. Et pour reprendre la blague sur Planitza, tu m'as montré, car quand même, tu as eu un cadeau aujourd'hui de la part de la Poste, qui est le de- livre. Dis-nous, hein, parce que je pense que les gens ne savent pas que cette semaine sont décédés. Enfin, vas-y, je te laisse. Donc, Janeš Koricek, donc qui donne son nom au tremplin avec son frère Vladko, est décédé à un âge avancé, hein, il est mort de vieillesse. Et c'était le designer du tremplin de Planitza, mais pas que, de Vikersund, de Kulm, il a eu des avis techniques. En fait, euh, c'est l'ingénieur en chef des tremplins de vol à ski et de beaucoup de tremplins de saut aussi, par exemple Erzurum, celui des JO de Sarajevo. Voilà, une personnalité très très importante en Slovénie qui est décédée la semaine dernière et donc ce sera une épreuve peut-être aussi chargée d'émotions. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une petite cérémonie ou une petite minute de silence au tremplin à Planitza parce que bah, c'est l'homme qui a théorisé les profils des in-run, enfin des élans et des pistes de réception pour sauter à 200 mètres, pour sauter à 250 mètres en sécurité, avec l'impact du vent, un homme vraiment fascinant. Et effectivement, il y a des biographies qui lui sont dédiées, et je me suis offert une de celles-là, et je consacre mon temps libre de cette semaine à la lire, donc peut-être qu'il y aura des infos un peu techniques aussi, j'espère. En tout cas, c'est un homme passionnant et bah, on lui doit beaucoup hein, parce que nous on adore hein, les trajectoires de vol à ski et bah, il fallait quelqu'un qui ose il y a 50 ans déjà dire on peut sauter 200 mètres et on va créer le tremplin pour avec cette forme-là. Il y avait aussi moins d'ordinateurs qu'aujourd'hui et moins de simulations aux éléments finis et ce genre de choses. Donc il faut des génies comme ça pour faire avancer et le saut à ski et le vol à ski mondial lui doit beaucoup. Voilà, et donc c'est grâce à cette histoire que nous nous retrouverons la semaine prochaine sur le Netalitsa Bratov Goricek. Et donc vous savez maintenant que Goricek vient du nom de un des deux frères, Yanesh pour le Voilà, et planning et Nado pour l'exécution des travaux. On se retrouve la semaine prochaine. On vous remercie de votre écoute tout au long de la saison. Et puis on vous dit bye bye. merci, à bientôt, salut Will, bonne semaine et puis vivement Planitza. On vous mettra la musique hein, évidemment aussi, Ah oui, mais on se la garde parce qu'on n'y est pas encore là. Ce week-end on était à l'Arty. Allez, ciao ciao. ciao.